Je suis rentré chez moi, épuisé après une longue journée de travail, le corps en demande de repos et l'esprit assoiffé du confort de mon canapé. La chaleur de l'été avait été implacable, et tout ce que je voulais, c'était enlever mes chaussures, me servir un verre bien frais, et zapper devant la télé sans réfléchir. Mais dès que j'ai posé le pied sur le porche, mon cœur s'est arrêté. Un avis d'expulsion était affiché sur la porte, le logo officiel tranchant sur la peinture bleue. Mes mains tremblaient en l'enlevant, lisant les mots avec incrédulité. 30 jours pour quitter la maison. J'ai lu et relu ces lignes, espérant qu'elles se réorganiseraient en quelque chose de moins dévastateur. Nous n'avions jamais manqué un paiement. Le prêt immobilier était prélevé automatiquement sur notre compte commun. Je me suis précipité à l'intérieur en appelant Pierre, ma voix résonnant dans notre foyer de 6 ans. Tout était étrangement bien rangé, comme si quelqu'un avait fait le ménage en sachant qu'il ne reviendrait plus. La panique monta lorsque je laissai tomber mon sac et me précipitai dans mon bureau, fouillant dans le classeur où nous conservions nos papiers importants. Déclaration d'impôt, contrat d'assurance, et enfin le dossier intitulé « Maison ». C'est là que je découvris ce qui allait changer ma vie. Un contrat de vente daté de 3 semaines. Mon nom n'y figurait pas, mais la signature de Pierre était là, indéniable, aux côtés de celle d'une personne dont je n'avais jamais entendu parler. Il avait vendu notre maison sans m'en informer, sans mon consentement. Je m'installai dans la chaise du bureau, le document tremblant dans mes mains. Les photos de notre mariage, accrochées au mur, me regardaient, et le sourire de Pierre semblait maintenant être une ironie cruelle. La maison que nous avions choisie ensemble, l'endroit où nous avions rêvé de fonder une famille, avait été vendue dans mon dos, et Pierre, il avait disparu. J'ai appelé son téléphone, sans arrêt, chaque appel sans réponse alimentant ma colère. Sa messagerie a répondu plusieurs fois avant que je n'abandonne. Mon esprit grouillait de questions. S'était-il blessé? Quelqu'un l'aurait-il forcé à signer? Mais au fond, je savais que tout cela était prémédité. Je me suis mis à arpenter la cuisine, serrant les poings puis les relâchant, jusqu'à ce que je prenne mon ordinateur portable. Je me suis connecté au compte que nous partagions. Un symbole de confiance que je regrettais aujourd'hui. Son adresse email ne donnait aucun indice, mais l'historique de localisation montrait qu'il s'était enregistré récemment à l'Hôtel Royal, un établissement de luxe en centre-ville dont on plaisantait toujours qu'il accueillait les gens avec plus d'argent que de bon sens. Sans réfléchir, j'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers l'hôtel, répétant mentalement ce que j'allais lui dire pour exiger des explications. Le hall brillait de marbre et de lustres en cristal, et je me suis senti mal à l'aise dans ma tenue de travail et mes cheveux en bataille. Mais plus rien ne comptait. Je me suis avancé jusqu'à la réception et j'ai déclaré d'une voix ferme. « Dites à Pierre que sa femme est là. » 20 minutes plus tard, il apparut. Il portait des vêtements que je ne connaissais pas, et un joli bracelet de montre coûteuse brillait à son poignet. Il avait un air hâlé, reposé, et le pire, il semblait trop calme pour quelqu'un dont la femme venait de découvrir sa trahison. « Tu n'aurais pas dû découvrir ça si vite, » murmura-t-il en me conduisant dans un coin discret du hall. Mon sang bouillait. « Tu as vendu notre maison dans mon dos ?» m'exclamai-je, sans me soucier de qui pourrait écouter. « Tu allais me prévenir avant que les nouveaux propriétaires ne m'expulsent ?» Il poussa un soupir, l'air plus agacé que coupable. La maison nous appartenait à tous les deux. J'avais besoin d'argent. « Pourquoi faire ?» répliquai-je en montrant sa nouvelle tenue. « Pour te la jouer riche dans un hôtel pendant que je perds tout ?» Il haussa les épaules. À cet instant, je ne vis en lui que de l'arrogance, comme si j'exagérais, traitant cela comme un simple désagrément, et non comme une trahison qui brisait notre vie. S'il pensait que j'allais céder, pleurer un peu puis m'effondrer, il se trompait lourdement. Le lendemain matin, je me suis assise face à une avocate dans un petit cabinet en centre-ville, les mains crispées sur le bord de la chaise jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je n'avais presque pas dormi, passant la nuit à chercher des informations sur le droit immobilier et à appeler chaque avocat évoquant fraude immobilière sur son site. La docteure Isabelle Durand a accepté de me recevoir immédiatement. « Alors, il a bel et bien vendu la maison ?» demanda-t-elle
en examinant l'avis d'expulsion, la copie de l'acte prouvant notre indivision et le contrat de vente que j'avais trouvé. Exactement, je n'ai rien signé. Je ne savais rien jusqu'à l'avis d'expulsion d'hier, répondis-je d'une voix tremblante. Isabelle feuilleta les papiers lentement, notant quelques éléments ici et là. Le tic-tac de... L'horloge semblait rythmer chaque seconde, alourdissant le silence. Enfin, elle leva les yeux avec une expression ferme mais rassurante. « C'est illégal », déclara-t-elle simplement. « Puisque nous étions copropriétaires, Pierre n'avait aucun droit de vendre sans ton accord. Ce contrat montre clairement une falsification ou au moins une omission grave vis-à-vis des acheteurs. » Un mélange de soulagement et de fureur m'envahit. Je n'étais pas folle, je n'exagérais pas. Ce que Pierre avait fait n'était pas seulement cruel, c'était criminel. « Peut-on faire quelque chose pour annuler ça ?» demandai-je, me penchant en avant. « L'avis stipule 30. Jour pour partir, mais... Si nous agissons vite, oui, répondit-elle en décrochant son téléphone. Nous déposerons une demande d'injonction pour bloquer la vente et geler ses comptes, avant qu'il ne dépense le moindre sou. Nous devrons aussi contacter les acheteurs, qui risquent d'être victimes de cette fraude. » Isabelle commença à exposer sa stratégie. Mesures d'urgence, éventuelle poursuite pénale et une vérification financière pour retracer l'argent. Chaque étape rendait la situation plus concrète, tout en m'offrant l'espoir dont j'avais désespérément besoin. Pierre croyait m'avoir dominé, qu'après quelques pleurs et un moment de faiblesse, je finirais par me laisser faire. Il se trompait lourdement. « Fais ce qu'il faut », lui dis-je, en signant immédiatement le contrat d'honoraires. « Je veux récupérer ma maison et le voir payer pour ce qu'il a fait. » Isabelle esquissa enfin un sourire sincère. « Alors, mettons-nous au travail. J'ai un juge qui me doit une faveur, et il faut agir avant que Pierre ne dépense un seul centime de plus. J'avais besoin de savoir où Pierre avait dissimulé l'argent avant qu'il ne disparaisse complètement. Notre maison avait été vendue pour une somme bien au-dessus de sa valeur, ce qui, d'un côté, m'agaçait, mais me donnait aussi un sentiment étrange de validation. Au moins, il n'avait pas vendu nos souvenirs à bas prix. Mon avocate engagea un expert financier qui réclama l'accès immédiat à notre compte commun. La banque coopéra sans tarder une fois que l'ordre judiciaire fut présenté et en quelques heures, nous obtenions l'historique complet des transactions récentes de Pierre. Ce que nous découvrîmes me coupa le souffle. Un schéma choquant se dessinait. Il avait déjà transféré une grosse somme sur un compte à l'étranger, aux îles Caïmans. 300 000 $ envolés en une seule opération. Le compte était uniquement à son nom et avait été ouvert il y a seulement 2 semaines. Il mijotait ce plan depuis longtemps, constata Isabelle d'une voix grave en examinant les relevés. Ce n'était pas une décision impulsive. Le reste de l'argent? Pierre le dilapidait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dîner dans des restaurants 5 étoiles, location de voitures de luxe, soins dans des spas, vêtements de créateurs, une montre valant 50 000 $. Et même des billets en première classe pour des destinations dont il n'avait jamais parlé. Il ne s'agissait pas simplement de cacher de l'argent, il cherchait à me remplacer. « Peut-on récupérer cet argent ?» demandai-je en scrutant les documents étalés sur la table. « Le transfert à l'étranger sera compliqué, mais pas impossible. Quant aux dépenses locales, nous pourrons sans doute les récupérer, » répondit-elle en composant un numéro. « Je dépose une requête d'urgence pour geler ses comptes restants. Nous avons encore une chance d'empêcher qu'il ne dilapide tout. » Pendant qu'elle passait son appel, je parcourais la liste détaillée des dépenses de Pierre. Chaque poste semblait être une nouvelle poignardée, une nouvelle trahison. S'il voulait vivre comme un roi, il finirait par se retrouver sans rien. Ce n'était plus qu'une question d'argent, c'était une question de justice. 2 jours plus tard, je me retrouvais dans une salle d'audience, le cœur battant à tout rompre en le regardant depuis l'autre côté du banc. Pierre portait un costume sur mesure que je ne l'avais jamais vu auparavant, et sa coupe de cheveux était impeccable. Son sourire n'était plus là, remplacé par une expression d'inconfort et de honte, sa confiance s'évanouissant devant les preuves que nous présentions. La salle, petite et intime, me permit de voir chaque ride de préoccupation sur son visage alors qu'Isabelle s'avançait vers le juge. Elle exposait notre dossier avec une voix claire et déterminée.
Votre honneur, nous avons des preuves d'une transaction immobilière frauduleuse, annonça-t-elle en remettant des copies des documents au greffier. Monsieur Pierre a vendu un bien commun sans le consentement de sa femme, allant jusqu'à falsifier des signatures. L'avocat de Pierre, impeccablement vêtu, tenta de soutenir que j'avais donné mon accord verbalement. Mais la juge, une femme au regard sévère, ne fut pas impressionnée par ses arguments. Peu après, les nouveaux acquéreurs de la maison, un jeune couple nommé Louis et Marie, furent appelés comme témoins. Ils expliquèrent que Pierre s'était présenté comme veuf, prétendant vendre la maison à cause des souvenirs douloureux qu'elle évoquait. Ils étaient furieux d'avoir été dupés, de s'être retrouvés involontairement mêlés à son stratagème. « Nous n'aurions jamais acheté la maison si nous avions su, » déclara Marie, la voix tremblante. « Nous avons tous les documents qui prouvent que M. Pierre a dissimulé le fait que sa femme avait toujours des droits sur la propriété. » La juge écoutait attentivement, son visage se durcissant à mesure que les preuves s'accumulaient. Enfin, elle annonça d'une voix ferme « La vente est annulée. M. Pierre devra rembourser intégralement les acquéreurs et le bien redeviendra la propriété commune d'origine. De plus, étant donné qu'il s'est enrichi sur un bien commun, Madame a le droit de réclamer les actifs restants. » Le visage de Pierre se décomposa. Ce n'était que le début de sa chute. Avec le jugement en notre faveur, Isabelle se mit immédiatement à geler les comptes restants de Pierre. Elle contacta plusieurs banques en ville, faisant figurer son nom dans le système financier. En quelques heures, ses cartes de crédit, comptes d'épargne et placements furent bloqués. « Et le transfert aux îles Caïmans ?» demandai-je, en sortant du tribunal, sentant enfin le poids se dissiper un peu. « Déjà en cours », répondit-elle en montant dans sa voiture à mes côtés. « J'ai contacté les autorités financières des îles Caïmans. Comme le transfert a été effectué avec des fonds issus d'une vente frauduleuse, il est considéré comme un blanchiment d'argent. Même les banques à l'étranger ne veulent pas s'en mêler. » Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de paperasse et d'appels téléphoniques. J'ai passé la nuit chez une amie, incapable de revenir à la maison sachant que les nouveaux acquéreurs, avertis du stratagème, avaient dû quitter les lieux. Tout était devenu le chaos provoqué par Pierre, entraînant des tiers innocents dans sa débâcle. Le 3e jour, nous recevîmes la confirmation. Le transfert aux îles Caïmans avait été bloqué et faisait l'objet d'une enquête pour fraude. Les fonds étaient gelés, en attente de décision judiciaire. Il n'avait plus aucun refuge. Ce soir-là, lorsqu'il tenta d'accéder à ses comptes, il se retrouva totalement bloqué. J'ai reçu un appel où, pour la première fois, je perçus la panique mêlée à la colère dans sa voix. « Tu n'avais aucun droit !» cria-t-il. Je répondis d'un ton amer. « Aucun droit ? Tu as vendu notre maison derrière mon dos, falsifié des documents et trompé des personnes. » « Innocentes. Et sache bien que cet argent n'a jamais été qu'à nous deux. » Pour la première fois, la peur se fit entendre dans sa voix. « Claire, je n'ai plus rien. » Avec froideur, je répondis « Bienvenue dans mon monde, Pierre. Comment te sens-tu » Quand on t'a tout enlevé sans prévenir ? Je raccrochai avant qu'il ne puisse répliquer. Pour la première fois depuis cet avis d'expulsion, je ressentis un étrange soulagement. Ce n'était pas la fin, mais la balance avait enfin penché en ma faveur. Avec ses comptes gelés, la vie de Pierre se désagrégea plus vite que je ne l'aurais imaginé. Peu à peu, par des amis communs et sur les réseaux sociaux, j'appris ses déboires. L'hôtel Royal, synonyme de luxe, l'expulsa après 3 jours de non-paiement. À une occasion, sa carte fut refusée et la sécurité le poussa dehors. La voiture de location fut reprise dans le parking. Même la montre coûteuse qu'il portait disparut, apparaissant seulement en photo floue quelques jours plus tard. On murmurait qu'il avait dû mettre en gage ses biens, ou que les autorités les avaient saisis. Ses amis, ceux qui appréciaient ses dîners huppés, cessèrent de répondre à ses appels. J'ai vu sur des publications désespérées qu'il suppliait pour un toit, qu'il demandait des prêts en promettant de rembourser quand tout s'éclaircirait. Mais personne n'en avait plus assez. Désespéré, il tenta de retirer de l'argent dans des distributeurs partout en ville, mais il n'avait plus rien. Sans fonds de secours ni compte caché qu'Isabelle n'avait pas découvert, Pierre avait misé sur le fait que je ne me battrais pas, que j'accepterais sa trahison sans résistance. Il se trompait lourdement.
2 semaines après le jugement, Pierre se retrouva sans maison, sans argent, sans repère. L'homme qui pensait s'offrir une vie de luxe avait désormais presque perdu tout espoir. Ses plans soigneusement élaborés s'effondrèrent comme un château de cartes. On me rapporta par des amis et sur les réseaux sociaux qu'après avoir été hébergé chez son frère, qui avait fini par l'expulser après une violente dispute au sujet d'argent, Pierre errait, tentant désespérément de trouver un endroit où dormir. Une amie, Sophie, me confia lors d'un déjeuner. Il est arrivé avec seulement une valise et a séjourné chez son frère pendant 2 semaines, mais ensuite, il a commencé à demander de l'argent, à manquer de respect aux horaires. Et à ramener des femmes inconnues. Au final, ils l'ont viré. Il avait brûlé tous les ponts. L'amitié qui lui ouvrait autrefois tant de portes s'était évaporée devant sa débâcle publique. Même son ancien emploi dans une agence de communication ne lui était plus accessible, et d'autres entreprises refusaient d'embaucher quelqu'un marqué par la fraude, même dans la sphère personnelle. Par une soirée pluvieuse en novembre, 6 mois après avoir découvert l'avis d'expulsion, je le revoyais. Pierre se tenait devant notre ancienne maison, désormais la mienne, l'air amaigri et négligé, sous la pluie, les cheveux collés sur le front, fixant les fenêtres, d'où s'échappait une lumière chaleureuse. Je ne m'arrêtais pas. Je ne descendais pas la vitre. Je continuais de conduire lentement, le regard fixé sur lui dans le rétroviseur, jusqu'à ce qu'il disparaisse. J'avais pris la décision finale. J'ai entamé la procédure de divorce. Les papiers étaient simples, fondés sur la fraude et l'abandon. Isabelle s'assura que chaque détail était en règle, et les documents furent signés puis remis à Pierre, qui se trouvait chez son frère. Je n'étais pas présente, mais j'imaginais l'expression sur son visage lorsqu'il apprit que je ne me battais pas seulement pour récupérer ma maison, mais que je mettais fin à notre mariage. 1 heure plus tard, il m'appela d'une voix plus douce que je n'avais entendue depuis des semaines, suppliant « Claire, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas jeter 8 ans par la fenêtre. »« Je ne jette rien, » répliquai-je avec une fermeté nouvelle. « C'est toi qui as tout détruit en vendant notre maison sans me prévenir. »« J'ai fait une erreur, » implora-t-il. « On peut arranger les choses. Je peux me racheter. »« Se racheter ? Avec quoi, Pierre ? Tu n'as plus rien et moi, j'ai tout perdu à cause de toi. »« Je t'aime encore, » tenta-t-il, dans un dernier effort qui sonnait creux. « Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne t'es jamais aimé que toi-même. J'ai été juste un tremplin pour toi, » dis-je calmement. Je raccrochai et bloquai son numéro immédiatement. Il n'y avait plus aucune chance de sauver notre mariage. Il avait tout détruit en choisissant la cupidité plutôt que la loyauté, et maintenant, il allait en payer le prix. Lors de l'audience finale, 3 mois plus tard, l'atmosphère dans la salle de justice était différente, ni intimidante ni étrangère. Je m'installai aux côtés d'Isabelle, sûre d'elle et prête à affronter la suite. Pierre n'était plus l'homme arrogant d'autrefois. Son costume lui tombait maintenant trop large. Ses cheveux étaient en désordre. Et son frère était présent pour le remplacer, l'avocat coûteux n'étant plus à sa portée. La juge, la même qui avait annulé la vente, examina le dossier avec calme avant de s'adresser à moi. « Madame Claire, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant que je ne prononce mon jugement ?» Je me levai, la voix assurée. « Votre honneur, je n'ai rien demandé de tout cela. Je suis rentré chez moi et j'ai découvert que mon mari avait vendu notre maison sans m'en informer. Tout ce que j'ai fait, c'était de me protéger de ses agissements. Je ne veux que justice. » La juge hocha la tête et annonça son verdict sans hésiter. Pierre fut contraint de rembourser intégralement les acheteurs et le bien nous fut restitué. De plus, il fut condamné aux frais de justice et lors du partage des biens, j'ai obtenu 70% des avoirs communs, y compris la maison récupérée suite à l'annulation de la vente. Il protesta, arguant que c'était injuste et qu'il se retrouverait sans rien, mais la juge ne céda pas. « Monsieur Pierre, vous avez tenté de tromper non seulement votre épouse, mais aussi des tiers innocents. Vos actes démontrent un mépris total de vos obligations conjugales et légales. Il est étonnant qu'on ne vous ait pas poursuivi pénalement. » Je quittai le tribunal, le jugement en main et la tête haute.
Il ne s'agissait pas seulement de récupérer des biens ou de l'argent, mais de retrouver ma dignité et de m'offrir un avenir qui m'appartenait enfin. Avec ses comptes gelés, la vie de Pierre s'effondra. Peu à peu, j'appris qu'il avait été expulsé de l'hôtel de luxe pour impayé, que la voiture de location avait été reprise, que sa montre hors de prix avait disparu et que ses amis, ceux qui appréciaient ses sorties huppées, avaient cessé de répondre à ses appels. On murmurait même qu'il dormait dans sa voiture, sans véritable refuge. Pendant ce temps, je me concentrais sur la reconstruction de ma vie. La maison pleine de souvenirs devenait le symbole d'une douleur trop vive. J'ai décidé de la vendre de manière transparente et d'acheter un petit appartement en centre-ville. 2 chambres, un balcon avec vue sur un parc, et surtout, mon nom inscrit seul sur l'acte de propriété. La première nuit dans mon nouveau chez-moi, je restais assise par terre, entourée de cartons, buvant du champagne directement à la bouteille et pleurant. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois en presque une année, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Cet espace m'appartenait, les décisions m'appartenaient, et l'avenir m'appartenait. Je me suis attelé à transformer mon appartement. Je peignais les murs et montais les meubles moi-même. Chaque tâche accomplie était comme retrouver un morceau de mon identité. J'ai choisi des couleurs que Pierre n'aurait jamais approuvées, des bleus profonds et des verts intenses, au lieu des tons neutres qu'il imposait toujours. Et j'ai accroché des tableaux qui me ressemblaient, autant de petites révoltes qui me rappelaient qui j'étais avant lui. Au travail, j'acceptais une promotion que j'avais toujours hésité à prendre. Ce nouveau poste signifiait plus de responsabilités, plus de créativité et un meilleur salaire. Mon patron m'avait offert cette chance à plusieurs reprises. Mais Pierre me disait toujours que je ne supporterais pas le stress et que je passerais trop de temps loin de la maison. Maintenant, je comprenais que ces excuses servaient simplement à me maintenir dépendante de lui. Les week-ends, autrefois centrés sur ses envies, devinrent de véritables aventures pour moi. Je m'inscrivis à des cours de poterie, rejoignis un groupe de randonnée et retrouvai des amis dont je m'étais éloigné pendant le mariage. Des amis que Pierre décourageait systématiquement. Même si la bataille judiciaire avait été épuisante et coûteuse, avec le temps je réalisais que chaque nuit blanche et chaque décision difficile avaient valu le coup. Je n'étais plus prisonnière de la trahison ni de l'incertitude. Un jour, alors que ma sœur venait me rendre visite dans mon nouvel appartement, elle me dit « Tu as l'air différente, plus légère, tu sais ?» Je souris et répondis « C'est vrai, je suis enfin redevenue moi-même. » Et c'était exactement ça. Plus forte, peut-être plus prudente, mais assurément plus confiante. J'avais affronté le pire et j'avais triomphé. Pierre avait payé pour ses actes, et moi, j'avais retrouvé ma vie. Peu après, alors que j'arrangeais mes plantes, sur le balcon, je reçus un appel de Lucie, une des rares amies que Pierre et moi partagions encore. « Tu as entendu parler de Pierre ?» demanda-t-elle, la voix mi-inquiète, mi-curieuse. En arrangeant les pots, je répondis « Non, et honnêtement, je préfère ne pas savoir. »« Mais je pense que tu devrais savoir, » continua-t-elle. « Il a été expulsé de la maison de son frère la semaine dernière. Apparemment, il y a eu une grosse dispute à propos d'argent. Son frère l'a surpris en train d'essayer de vendre quelques objets de famille. Intrigué, je demandai « Et il est où maintenant ?»« Voilà le problème, » dit Lucie. « Personne ne sait. Il appelle partout pour trouver un endroit où loger, mais tout le monde le refuse. Même ses parents ont tourné le dos après ce qui s'est passé avec son frère. Officiellement, il est sans abri, vivant dans sa voiture, paraît-il. » Après avoir raccroché, je restais sur mon balcon, regardant la ville et méditant sur le karma et ses conséquences. Cet homme qui avait failli me laisser sans toit et voler mon avenir avait détruit le sien. La justice, aussi dure soit-elle, prenait tout son sens. Ce soir-là, j'ai effacé toutes les photos de notre mariage de mon téléphone. 6 ans. D'union résumée en quelques clichés numériques, désormais sans valeur. Il était temps de refermer ce chapitre définitivement. Quelques jours plus tard, en sortant de l'immeuble, je l'aperçus de l'autre côté de la rue. Pierre, plus amaigri et négligé, tenant un gobelet en carton et demandant quelques pièces aux passants. Nos regards se croisèrent brièvement.
et j'y vis la reconnaissance et la honte. Mais je ne m'arrêtais pas. Je continuais mon chemin, le cœur ferme. J'avais lutté et j'avais gagné. Ce n'était pas seulement une victoire judiciaire, c'était la reconquête de ma liberté, de ma dignité et la capacité de croire en moi. La chute de Pierre n'était pas mon triomphe, c'était le début de ma renaissance. Aujourd'hui, alors que je profite de la tranquillité de mon petit appartement en centre-ville, je repense à tout ce chemin parcouru et je suis fier d'avoir reconstruit ma vie. Pierre a tout perdu, mais ce que j'ai gagné, c'est la certitude que, même quand tout semble perdu, on peut toujours se relever et repartir à zéro.